Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. Alors dans cette vidéo, j'aimerais à nouveau vous parler des manifestations dans l'ensemble de l'Europe, des agriculteurs et du monde agricole en général, et aussi de la semaine qui se prépare où vous allez entendre parler beaucoup du monde agricole comme ça arrive de manière récurrente tous les 5 ou 10 ans lorsqu'il y a une crise. On va faire pleurer dans les chaumières, on va entendre beaucoup d'agriculteurs se plaindre, expliquer leur situation de manière assez partielle. Pour certains, ils vont lire un papier devant un ministre ou devant un préfet en expliquant que si ça continue comme ça, il n'y aura plus d'agriculteurs. Bref, c'est toujours le même refrain. En même temps, vous allez voir que certains chiffres apparaissent, tiens, bizarrement, comme si tout le monde était déjà au courant. On va vous parler de transition écologique, on va vous parler de transition énergétique. Dans cette vidéo, je vais vous dire ce qu'il en est vraiment. Je vais vous parler des 3 syndicats qui nous représentent et je vais aussi faire un bilan global de tout ce qui peut être dit afin que vous ayez des repères pour mieux comprendre sans doute ce qui se passe dans le monde agricole. Cette vidéo s'adresse aussi bien aux agriculteurs qu'à tous les citoyens. Alors les amis, si ça vous intéresse, on est parti. En route! Alors, quand on parle des problèmes du monde agricole, que ce soit en France ou ailleurs, c'est toujours difficile car on peut être vite catalogué de faire de la politique. Donc j'aimerais tout de suite vous dire que j'ai beaucoup réfléchi avant de faire cette vidéo parce que j'ai déjà fait quelques vidéos sur Facebook, des communications assez directes avec mes amis, entre guillemets. Là, ça s'adresse à un plus grand nombre. L'idée, c'est de s'adresser à tous les citoyens, à tous ceux qui s'intéressent à l'agriculture et surtout à tous ceux qui voudront comprendre tout ce qu'ils vont entendre, tout ce qu'ils ont déjà entendu, puisque les médias se mettent en route sur le sujet agricole. Il y a les élections européennes qui vont arriver. Vous allez entendre un tas de choses, bizarrement, et vous allez voir que après ce que je vais vous expliquer, vous devriez avoir plus d'éléments de compréhension. On va faire un petit peu d'histoire, parce que finalement, au fond, ne nous mentons pas, notre gouvernement n'a plus beaucoup de pouvoir aujourd'hui, vous allez voir pourquoi. C'est au niveau européen que tout se décide, et on peut même parler des fois au niveau de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Alors vous voyez, c'est quand même bien loin des citoyens de base. On va parler de certains traités qui ont été validés sans même l'aval des pays, sans même l'aval des nations européennes. On va parler de la fameuse transition écologique, de la transition énergétique dont on va vous farcir le crâne. D'ailleurs, c'est un des slogans principaux du syndicat représentatif des agriculteurs en France. Laissez-nous le temps de faire cette transition écologique, blablabla. Blablabla. Vous allez voir que la transition écologique, il n'y en a pas. Il n'y a pas de transition énergétique. Ce n'est pas du tout ce qui se passe en réalité depuis 30 ans. Tout ça, c'est des slogans, mais ce n'est pas une réalité de terrain, une réalité factuelle. La simplification, ça aussi c'est un autre argument qui est demandé en ce moment, une autre revendication, alors que vous allez voir, avec quelques exemples, que nous, agriculteurs, que nos représentants professionnels qui ont la parole, ne sont pas les derniers pour demander de compliquer les choses, toujours dans l'idée de se justifier, toujours dans l'idée de courber le dos, et c'est une réalité, et il faut qu'on puisse la dire, et vous allez voir qu'on ne peut pas la dire partout. Et enfin, on finira par les normes à l'étranger, puisque ça aussi, c'est dans les conversations usuelles lorsque l'on parle d'agriculture. Oui, mais ailleurs, en gros, ils font du caca ailleurs. Nous, on fait que des choses bien. Et donc, ils ne sont pas capables de faire la même chose. C'est pour ça qu'on peut empêcher de faire entrer leurs produits. Eh bien, ce n'est pas forcément la réalité. Alors, pour commencer, un petit peu d'histoire. C'est vrai qu'on ne peut pas parler d'agriculture sans parler de l'Union européenne et de la politique agricole commune. Alors, c'est presque il y a 70 ans, en mars 1957, que le traité de Rome a été signé. Ce traité de Rome avait la volonté de la préférence communautaire, c'est-à-dire avoir des frontières relativement étanches autour de l'Europe et favoriser les échanges entre les pays européens. La condition qui avait été voulue par le général de Gaulle, c'était de conserver pour la France un droit de veto au sein de l'Union européenne. Alors, premier point marquant, qui donne un petit peu le là, depuis 25 ans, et là ça s'affirme, en décembre 2023, la Commission vient de voter la suppression du vote à l'unanimité. Alors c'est une manière polie, encore une fois enrubannée dans des mots à contresens, qui dit qu'en fait, on a perdu notre droit de veto, comme beaucoup de pays d'ailleurs européens. Donc on a perdu l'État souverain, on n'a plus de peuple aujourd'hui, c'est la volonté d'ailleurs au niveau de Davos, lorsqu'ils se réunissent, là, tous ces mondialistes, ces mondialisés de l'esprit, plus de peuple, c'est leur façon de raisonner, une Europe plutôt fédérale, avec ce type de décision, c'est vers ça qu'on va. D'ailleurs, Madame von der Leyen, que vous connaissez tous, presque comme si elle était présidente d'un quelconque pays, n'est en réalité qu'une fonctionnaire qui a été élue par ses pairs, mais qui en aucun cas n'a une légitimité vis-à-vis des peuples d'Europe. Et pourtant, c'est bien elle qui mène la danse dans tous les fronts, dans tous les pays du monde.
Alors comme les choses ne vont pas assez vite pour les mondialistes au niveau de l'Europe, dans l'idée de faire avancer, il y a des accords bilatéraux qui sont signés depuis quelques années et c'est très important car finalement vous allez voir à quel point c'est futile tout ce qu'on va réclamer, tout ce qui est réclamé aujourd'hui en France par rapport à d'autres pays européens. L'Europe accélère en réalité son ouverture aux marchés mondiaux avec des traités de libre-échange. Vous en avez entendu parler forcément. Il y en a un qui a été conclu avec le Canada qui s'appelle le CETA. Il est entré en vigueur de façon provisoire depuis septembre 2017, de façon provisoire, sans ratification par aucun parlement nationaux européens. Inquiétant quand même. Le deuxième, c'est celui du marché commun du Sud, le fameux Mercosur. Ça aussi, vous en avez entendu parler, qui rassemble le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay. Ces accords prévoient une augmentation de 50% des importations de viande dans un secteur qui est en crise, mais depuis que je suis gamin, il est en crise, ce secteur de l'élevage, dans tous les sens. Même si on a voulu faire croire qu'il fallait s'agrandir, optimiser, investir, mettre aux normes, grosse salle de traite, augmenter le troupeau, plus de litres de lait. Vous savez, la démarche du toujours plus. Et en fait, on ne se pose pas pour faire un bilan de cette démarche-là, mais on verra ça en conclusion. Donc vous voyez, c'est déjà très grave, puisque finalement, il y a des choses qui se font dans le dos des agriculteurs, et on peut toujours revendiquer, c'est un état de fait, les accords sont signés, et ils rentrent aujourd'hui de la viande, des céréales, tout un tas de choses de tous les pays du monde avec qui on a ces accords, en échange d'autres choses, l'ouverture pour les assureurs et pour... dans un pays peu industrialisé comme la France, notamment pour tout ce qui est les services, au Brésil ou au Paraguay ou ailleurs. Donc c'est des échanges comme ça. Donc on ne peut pas défendre l'agriculture. On a au niveau de la culture aujourd'hui une préférence culturelle, vous savez, vous en avez entendu parler. Le fait de dire que, ah bah oui, mais si on veut défendre le cinéma français, etc. D'ailleurs, il ne vit que sous perfusion, le cinéma français, car sinon il serait déjà avalé par notamment le cinéma américain ou chinois, qui sont aujourd'hui les deux plus gros au niveau culture cinématographique, par exemple. Donc ça, c'est quand même une réalité, alors que l'agriculture, on ne l'a mis pas du tout dans le même thème. Évidemment que selon les territoires, que selon les fonctionnements nationaux, on ne peut pas lutter contre certains. On parlera de l'Ukraine prochainement, un agriculteur qui a 30 € aujourd'hui de charge vis-à-vis de ses amortissements à l'hectare, 30 € de l'hectare. En France, aujourd'hui, c'est 300, 400, 500, 600 € de l'hectare de charge au niveau des amortissements matériels notamment. Donc ce sont des réalités où on ne pourra jamais équilibrer, et d'ailleurs l'Ukrainien vous expliquera qu'il ne s'en sort pas mieux. C'est-à-dire que de faire croire qu'ailleurs, c'est ça l'avenir, etc., ce n'est pas la réalité. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la mondialisation, on se fiche de savoir le nombre d'agriculteurs. Ce qui compte, c'est qu'à la sortie, il y a une production qui soit faite, et c'est ça qui est le plus important. La qualité. Il est souvent revendiqué qu'on a une agriculture qualitative. C'est vrai qu'on a été classé plusieurs fois en France comme l'agriculture la plus sécurisée au monde, la meilleure au monde. Mais c'est vrai ça. En France, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Au moment de Noël, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Mais si vous regardez bien ces dernières années, de moins en moins. Les petits producteurs locaux qui font du chapon, qui vendent à 15 € et qui se retrouvent chez le boucher à 80 € pour acheter à Noël, c'est sûr qu'il y a un problème depuis toujours. Le fond du problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a de la qualité de fait, des efforts de fait par les agriculteurs, les marges qui pourraient être générées pour l'agriculteur sont absorbées par ceux qui les entourent. Il suffit de voir les publicités à la télévision sur des choses qui sont faites depuis 30 ans et qu'on fait une publicité novatrice en disant « voilà les agriculteurs, vous savez exactement ce qu'il y a dans votre assiette, etc. » Tout ce qui est la traçabilité, tout ça n'apporte rien aux agriculteurs. C'est des contraintes administratives, mais il n'y a pas de gain économique. C'est simplement un raisonnement qui a été accepté par nos représentants professionnels de s'excuser, de devoir se justifier, comme si nous n'étions pas professionnels. Vous savez très bien aujourd'hui, et c'est valable pour les artisans, les commerçants, on a tout compliqué partout pour rien, pour aucune plus-value, puisque d'un côté on a une traçabilité française sur des produits que l'on va produire, que ce soit du grain, du vin ou des animaux, mais on laisse rentrer des produits à l'extérieur qui n'ont pas cette traçabilité. Même s'ils ont les mêmes normes que nous, admettons, dans leur pays, ils n'ont pas de compte-rendu de ce qu'ils font au jour le jour, ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert à rien, on le sait tous, ça n'a pas apporté de plus-value. Et là, il n'y a jamais eu de défense de nos représentants professionnels pour contester ça, ne pas l'accepter. En fait, on a toujours été plus loin. Et c'est là que j'arrive au domaine de la simplification. Jamais on a simplifié les choses en agriculture depuis que je suis installé. Jamais. Et je dirais ensemble, en se posant tous ensemble, pour quel progrès ? Quel est le progrès aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a apporté concrètement? J'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais rien du tout. Et d'ailleurs, ça fait fonctionner nos organismes, parce que pour les citoyens qui ne savent pas comment ça fonctionne, aujourd'hui, il y a en gros 3 syndicats en France. 4. La FNSEA, les jeunes agriculteurs, qui sont
dans le même syndicat, les papas et les enfants, en général c'est à peu près ça. Syndicat représentatif aujourd'hui avec 30% des agriculteurs qui ont voté pour eux. Si vous allez sur leur site, vous allez voir qu'il y a 213 000 adhérents. Il y a 300 000 agriculteurs en France, en gros professionnels. 200 000 adhérents? Non mais on se moque du monde. Mais on sait que ça marche comme ça puisque les retraités agricoles ont le droit de voter. Vous vous rendez compte? Tous ceux qui sont à la MSA ont le droit de voter. C'est du grand n'importe quoi, c'est unique. Et si vous remportez les sièges d'un département, puisque ça se passe par département, vous avez déjà la moitié des sièges. C'est-à-dire que l'expression des autres représentants, donc le troisième syndicat, c'est la coordination rurale, et le quatrième, c'est la confédération paysanne. Eh bien, ils sont déjà cantonnés aux miettes, même si la FNSEA a eu 33%, la coordination rurale 31%, et puis la confédération le solde. Eh bien, au final, ils n'auront pas la majorité des sièges. Donc vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, c'est très très particulier. Alors j'ai oublié les JA dans mon calcul. Mais vous voyez, c'est déjà une démocratie qui n'en est pas une. Ensuite, il y a le cumul des mandats. On a aujourd'hui beaucoup de représentants professionnels qui sont aussi représentants de leur coopérative, représentants de la chambre d'agriculture, qui peuvent être présidents d'un autre organisme, dans la MSA, dans le Crédit Agricole, etc. Et finalement, il y a beaucoup d'intérêts croisés qu'on ne retrouve pas visiblement ailleurs en Europe. Et d'ailleurs, on a le record en termes de commissions, je l'ai dit dans une précédente vidéo, mais quand on ne veut pas répondre à une question, on crée une commission. Et aujourd'hui, on a énormément de commissions en France qui n'ont jamais débouché sur rien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent public dépensé comme ça sous le coup de l'émotion, la suite aux manifestations. Il pourra y avoir des offices de contrôle de ci, des marches de ça, mais derrière, il n'y a rien du tout. On a aujourd'hui un organisme national qui contrôle les coûts de production. Je vous l'ai déjà dit, il y a 2 ans, le coût de production en France était de 180 € la tonne pour du blé. On avait du blé qui était à 150 €. Ça a fait bouger personne. Vous entendez parler des revenus des agriculteurs, que 1/5 des agriculteurs touchent moins de 9 000 € par an. Vous vous rendez compte? Et que à peine 1/5 d'entre eux toucheraient plus de 40 000 € par an. Il n'y a pas de quoi rougir. 3 500 € par mois de salaire. 42 000 € ou 45 000 €, ça fait à peu près ça. 3 500 € par mois de salaire. En sachant que le revenu agricole, ça n'est pas le salaire dans la poche d'une entreprise. C'est le cas pour toutes les entreprises, les commerçants, les artisans. Mais autour du monde agricole, moi j'ai travaillé dans le paragricole pendant 10 ans, j'ai eu à un moment plus de 3 500 € de salaire par mois, bien sûr. Un vendeur de tracteur aujourd'hui qui rentre dans votre cours, si c'est un vendeur assez performant, etc., il dépasse allègrement les 3 000 €. Quand un chef d'atelier atteint péniblement les 2 200 ou 2 300 €. Et quand l'agriculteur en face, qui achète ce matériel à 200 000 €, il a tout juste le SMIC. La réalité, elle existe depuis longtemps et elle n'est jamais remontée par nos organismes professionnels, par ceux qui nous défendent. Alors je vous invite à aller sur le site de ces 4 syndicats, les sites internet, et à regarder le contenu, les explications qu'il peut y avoir. D'un côté, pour le syndicat majoritaire, les JA, c'est vraiment presque le monde des bisounours, tout va plutôt bien. On cherche un endroit où s'il y a des informations pour que nous-mêmes on se fasse notre avis sur ce qui se passe dans le monde, quels sont les problèmes, quelles sont les revendications finalement. Mais il n'y a quasiment pas de revendications. Il y a juste « laissez-nous du temps à la transition écologique, on est déjà en train de faire ci, on est déjà en train de faire ça ». Mais tout ça, c'est du vent. Et on arrive à cette histoire de transition écologique et énergétique. Si vous allez sur les pages des autres syndicats, Coordination rurale ou Confédération paysanne, vous allez voir que les problèmes sont abordés. On parle de ces accords de libre-échange, on parle justement des transitions écologiques, de la diminution en fait des solutions techniques. C'est comme ça qu'on fait une transition aujourd'hui écologique, c'est en supprimant des solutions techniques, en laissant les agriculteurs dans l'eau bouillante. On ne leur apporte aucune solution. Nous sommes dans un pays, quasiment le pays qui laboure le plus en Europe. Je prends l'exemple d'un travail du sol connu de tous, le labour. Pour économiser de l'énergie, on a quand même fait mieux que le labour. Pour éviter le dégagement de CO2, on a fait mieux que le labour. Et pourtant, il n'y a aucun changement. Transition écologique, vous rigolez ou quoi? Si on prend Bonduelle, Dossi, McCain, ceux qui justement, les patates pour McCain, les légumes pour Dossi et Bonduelle, mais allez voir les cahiers des charges de ces entreprises-là. Qu'est-ce qu'ils font faire aux agriculteurs? Les doses qu'ils font utiliser. On intervient aujourd'hui en pommes de terre pour plus de la moitié des interventions pour des maladies d'apparence. Vous ne croyez pas qu'il serait aujourd'hui logique d'expliquer aux consommateurs, écologiquement, on ne peut plus faire ça. On ne peut plus faire une belle patate sans aucune tache, sans aucun œil, en ayant une peau parfaitement brillante. Ça, c'est du cinéma. Ça coûte écologiquement des sommes folles. Les agriculteurs aujourd'hui cherchent toujours plus de tonnes dans ces cultures normalement à valeur ajoutée parce que la rentabilité est de moins en moins grande. Par contre, autour, on sécurise, comme on dit. Nous qui apportons des conseils de réduction de phyto, dans ces cultures-là, c'est très difficile d'intervenir parce que les agriculteurs sont intégrés, encadrés. C'est la même chose en élevage de poulets,
en certains contrats viande, certains veaux sous la mer ou autres, où il y a des contraintes telles où finalement ce n'est pas toujours justifié. Donc il n'y a pas de transition écologique. Et d'ailleurs, nos représentants professionnels ne se battent pas pour limiter la pression sur les agriculteurs, pour faire moins et donc récupérer de la marge. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on fait plus, on perd de la marge. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les revendications, si on y revient, de demander un chèque au Premier ministre ou de dire on ne bougera pas tant que, ça fait contraste quand même avec ce qui se passe dans les autres pays européens, où aujourd'hui les Allemands, par exemple, ont dit qu'ils ne bougeraient pas tant que des lois ne seraient pas votées correspondant aux problèmes qu'ils ont soulevés. Alors moi, je le dis tout de suite, c'est très simple. Aujourd'hui, il faut un moratoire sur la politique agricole commune. Il faut tout stopper. Il faut stopper le Green Deal. Il faut arrêter le délire d'argent public dépensé à milliards d'euros, notamment pour le développement de l'agriculture biologique dans tous les pays du monde où ça les emmène à la catastrophe. Et j'étais dans les pays de l'Est il y a 15 jours, en agriculture biologique, ils sont au bord de la catastrophe, exactement de la même manière que nous. Il faut stopper les importations ukrainiennes, il faut revenir à la préférence communautaire, il ne faut pas agrandir l'Europe pour le moment alors qu'elle fonctionne déjà mal à 27, c'est pas à 40 que ça va s'arranger. Des choses basiques. Il faut renvoyer la balle aux écologistes qui ont beaucoup d'idées et au lieu de se courber toujours en disant oui mais comment on peut faire, puisque c'est ce qu'on entend tout le temps, comment que tu veux faire à une table, ils sont plus nombreux que nous, etc. Ben, comment que tu veux faire? Alors on n'a plus de combat, on n'a plus d'idée de se dire on se défend. Se défendre, ça a toujours été difficile. Et les compromis, ce n'est pas une bonne solution. Ça fait 40 ans qu'on fait des compromis. Aujourd'hui, c'est comme ça. Vous voulez qu'on fasse ça? Combien vous nous donnez? On est des chefs d'entreprise. Il faut qu'on parle d'argent. Le syndicat majoritaire n'est pas capable de vous dire, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, le coût à l'hectare, la marge nette d'un agriculteur. Ben non. Ah oui, mais on est tous différents. Mais on est tous différents, mais on se lève quand même tous le matin, quand on fait ce métier-là, pour aussi gagner notre vie. Donner une belle image d'un jeune couple sur le site, là je voyais un jeune couple de JA, alors que ça ne correspond pas à la réalité. Il y a des JA qui ont 3 ans d'installation, ils ont déjà des cheveux blancs avant de commencer. C'est ça qu'il faut dire. C'est pas favoriser l'installation de papa, derrière papa plutôt, c'est pas favoriser le méthaniseur parce qu'on est dans tel syndicat, c'est pas pouvoir s'agrandir parce qu'on est dans un syndicat. C'est ça notre problème aujourd'hui. C'est la représentation professionnelle d'une partie en tout cas ne correspond plus. Et c'est pour ça que les indépendants doivent reprendre la main. On n'est pas agriculteur indépendant par hasard. On n'est plus de la moitié à ne pas être syndiqué parce que les gens sont écœurés. Écœurés du syndicat notamment majoritaire et de son fonctionnement. Il y a des gens très bien à l'intérieur, attention, il y en a toujours des très bien, mais souvent, honnêtement, avec le recul, et moi je m'en fous, je peux le dire, mais je les sens vraiment décalés de la réalité. Ils ne sont pas au fait des réalités. Et d'ailleurs, ils sont présents dans le triangle des grandes cultures, mais dit qu'on est en élevage ou dans des situations plus difficiles, l'agriculture, c'est tout le monde. Voilà, il devrait y avoir en gros qu'une seule défense ou au moins une association entre tous ces syndicats, car ils ont tous des choses intéressantes à dire. C'est trop facile d'entendre toujours les mêmes sons de cloche, et c'est ce qu'on entend. Là, on sait que la FNSEA va être reçue, pourquoi elle est reçue toute seule? Les agriculteurs doivent tous être représentés, même les indépendants qui sont en train de manifester en ce moment. Donc, les cartes se jouent au niveau de l'Europe, et il faut aussi que le gouvernement français dise vraiment les choses de ce qu'il fait concrètement contre son propre pays, puisqu'on a eu le cas avec le glyphosate, on n'était pas les derniers, on a eu le cas avec certains produits aujourd'hui où la France n'est pas dans les derniers à demander certaines choses. Bref, il y a une espèce de jeu de dupes à beaucoup de niveaux, beaucoup trop d'associations, beaucoup trop de lobbying qui a tendance à masquer les choses, c'est-à-dire, je donne un exemple concret, beaucoup d'exemples qui sont donnés dans les médias pour faire peur aux gens vis-à-vis de l'agriculture, qui polluerait, etc., ne correspondent pas à la réalité européenne. Pas du tout. On donne des exemples toujours dans d'autres pays extrêmes, etc. Donc finalement, est-ce qu'on peut faire plus de qualité que ce qu'on fait aujourd'hui? C'est bien difficile à dire. On sait qu'on pourrait faire des blés de qualité si on en diminuait le rendement. Si on en baisse le rendement, on aura de la protéine comme dans les pays de l'Est parce qu'ils font 5 tonnes à l'hectare. Ils ont de la protéine. Nous, on peut sans doute redescendre à 5-6 tonnes, mais dans ce cas-là, tous les gens autour de nous qui vivent au volume, et c'est sur cette conclusion que j'aimerais aller, ne vous leurrez pas les amis. Aujourd'hui, toutes les marges de progrès qui sont faites par l'ensemble des agriculteurs, quelle que soit leur taille, ces marges de progrès sont toujours redonnées à l'aval, toujours redonnées à ceux qui achètent, toujours redonnées aux donneurs d'ordre en quelque sorte. Et il suffit de voir aujourd'hui les réalités. On a reçu un calendrier il y a quelques jours de notre coopérative pour nous expliquer, pas qu'on oublie toutes les contraintes chaque mois qu'il y avait par rapport à des blés contractualisés. Mais si je vous mettrai ça sur le Facebook parce que ça vaut son pesant, mais en fait chaque mois il y a des usines à gaz à faire, une analyse de terrain. Finalement la marge on la redonne. Quand on n'a plus que 200 € de l'hectare en grande culture, c'est notre cas dans notre région d'aide PAC, on a parfois peut-être 150 € de contraintes économiques à l'hectare. Moi je ne vous le cache pas, mon enjeu demain c'est de sortir de la PAC. Sortir de la politique agricole commune, ne plus avoir d'aide.
Eh bien, je vais vous poser la question et vous me répondrez peut-être dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'on peut aujourd'hui être agriculteur sans les aides PAC? Est-ce que vous savez si on peut commercialiser nos cultures et nos productions laitières, viande ou autres, sans être dans la politique agricole commune? Eh bien, c'est même pas sûr. Et il n'y a personne qui est capable de me répondre. Donc en fait, la boucle est bouclée. On a une communauté européenne, une commission qui ne fonctionne pas. On a un État qui n'a plus de pouvoir décisionnaire. Et on est coincé dans un système dont on ne peut pas sortir, sous peine de ne même plus pouvoir commercialiser nos productions. Vous vous rendez compte dans quelle situation on est? Et je conclurai sur cette phrase que je vous ai déjà dite, mais qui m'a marqué quand j'étais jeune en stage chez Bruno, mon maître de stage, à une réunion comme ça sur la politique agricole commune. Un agriculteur de 75 ans s'était levé et il avait dit: les amis, la politique agricole commune que vous allez vivre, c'est l'anesthésie avant l'euthanasie. Alors si on ne veut pas se faire euthanasier, les amis, eh bien je crois que citoyens, consommateurs que vous êtes, agriculteurs, chauffeurs routiers, artisans, commerçants, vous vivez exactement la même chose. Le sentiment de ne plus faire votre métier, ce pourquoi vous vous êtes engagé corps et âme le matin en vous levant de bonne heure, ce pourquoi vous vous battez chaque jour, vous n'arrivez même plus à protéger votre famille de tous les tracas qui vous assaillent chaque jour. Moi, quand je vois tous ces gens qui parlent d'agriculture, même des représentants professionnels, et que je les sens tellement déconnectés du petit agriculteur qui a 10 hectares ou 20 vaches, qu'est-ce qu'on en a à faire? Il a le droit, comme les autres, de vivre de son métier. Il a le droit de ne pas avoir des tracas qui ne servent à rien et qui n'ont rien apporté à son confort de vie. C'est ça, en fait, la réalité. C'est qu'aujourd'hui, on fait tous des choses absurdes qui n'ont rien apporté à personne. Le consommateur paye certains morceaux de viande de tourneau à 50 € du kilo, alors qu'au final, l'éleveur, il l'a vendu là, 6,50 € dans le meilleur des cas parce que c'est un bon, je parle de carcasse vif direct, quoi. Vous imaginez un petit peu? Il y a quand même un moment, il faut qu'on dise nos réalités. Donc on sait que pour l'année prochaine, il nous faut un blé à 200 €. Pour information, en ce moment, il est à 180 €, en tout cas nous ici, avec les bases de nos organismes stockeurs, etc. Donc vous voyez un petit peu, on sait déjà que là, il y a un truc qui ne va pas aller. Et je parle d'un rendement moyen, hein. On ne sait pas du tout l'année que l'on va faire. Donc ce risque-là n'est pas rémunéré. Sachez aussi que le syndicat majoritaire s'est beaucoup battu, comme d'autres d'ailleurs, pour la protection par des assurances des aléas climatiques. Les assureurs aujourd'hui sont en train de constater que le risque agricole est inassurable. Et vous verrez que c'est un sujet qui va bientôt sortir du chapeau et on va voir à quel point notre métier finalement est tellement risqué qu'il n'y a personne qui veut l'assurer. Eh bien, vous ne croyez pas que ça mérite rémunération? Moi, je n'ai pas envie de gagner 9 000 € par an et pas 40 000 non plus. Si je peux gagner plus, je veux plus, comme ceux qui m'entourent. Et ça, il faudra bien qu'on en parle. Car ce qui a vraiment changé aussi, c'est que le jour où les agriculteurs ont commencé à vivre comme le reste de la population, eh bien c'est là que ça a commencé à ne plus aller, qu'ils ont commencé à vouloir une belle maison, ne serait-ce qu'un jeune couple qui veut s'installer, qui a commencé à vouloir avoir une vie normale, aller en vacances un petit peu, etc. Eh bien là, on a vu que ça ne fonctionnait pas. Dans l'inconscient collectif, l'agriculteur avait toujours beaucoup d'argent, mais en fait, il réussissait à en mettre de côté parce qu'il travaillait tout le temps. Et là, dit qu'on a voulu avoir une vie comme les autres, ça n'a plus été possible, ça a commencé à coincer. Et puis, il y a cette espèce de jalousie aussi qui existe. Et nos politiques sont tellement déconnectés de nos vrais métiers. Et d'ailleurs, ils ne rencontrent que des gens qui sont dans ces sphères-là. Ce n'est pas le gars qui est le nez dans le boulot qui va aller à une commission à Paris pour aller expliquer son vrai problème. Il est représenté par des gens qui n'ont pas les mêmes problématiques, qui parfois ne sont même plus agriculteurs. Donc, on doit vraiment tous s'unir. FNSEA, JA, il y a que des gens qui ont envie d'avancer sur le fond, mais on a quelques différences qu'on doit mettre ensemble, coordination rurale, confédération paysanne. On veut être agriculteur demain, on veut vivre en effet de notre métier, mais pas à n'importe quel prix, et pas avec des contraintes ubuesques, il faut tout remettre à plat. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, la réclamation principale, c'est un moratoire sur la politique agricole européenne aujourd'hui, faire un bilan de ce qu'elle a coûté et de ce qu'elle a vraiment fait progresser au niveau du monde agricole et même au niveau de l'économie de chaque pays. Et là, on aura des sacrées surprises car il y a beaucoup de monde qui mange à la gamelle. Il y a énormément d'organismes qui vivent de subventions européennes qu'on considère agricoles alors qu'elles ne le sont pas. Donc il y a un gros ménage à faire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui devraient trembler si on fait vraiment ce que l'on doit faire. Simplifier les choses comme beaucoup de pays, comme je le disais tout à l'heure. Chambre d'agriculture, ministère, chambre d'agriculture, agriculteur. Terminé. Il y a un tas de regroupements d'interprofessions, de tout ça. Tout ça, c'est des consommateurs de pognon dingues pour des résultats qui n'existent pas. Un producteur aujourd'hui fait des betteraves, du maïs, des céréales, des vaches, du lait. Il n'a pas besoin d'un organisme qui défend le maïs, un autre qui défend la betterave, un autre. Mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Pour aucune action. Un institut technique de la betterave. Pour quel résultat? Pour qu'est-ce qu'ils font tous les jours?
Arvalis, il y a beaucoup à dire sur ces gens-là aussi. À un moment, il faudrait qu'ils rendent des comptes de leur réalité des travaux. Et si on gratte un peu le vernis, il n'y a pas de solution miracle à sortir de leur chapeau. Ils n'améliorent rien techniquement et ça fait 20 ans qu'on n'améliore rien. On est juste dans le paraître, dans la discussion, dans beaucoup d'argent public. Donc la transition écologique, énergétique, on peut toujours attendre que ça va prendre du temps car rien ne change dans notre pays. On est très conservateur. Et ce n'est pas les syndicats qui nous représentent qui vont faire évoluer les choses autrement. Hein, ça, c'est clair et net. Il suffit de gratter un peu le vernis pour voir leur façon de penser à ce niveau-là. Hein, quand certains vont se vanter sur les réseaux que depuis qu'il n'y a plus les néonicotinoïdes, ils sont obligés de faire 5 à 7 insecticides, vous voyez qu'on n'est pas encore dans la transition écologique et encore moins la transition énergétique. Voilà les amis. Alors je sais que ça tape un petit peu dur, mais de toute façon, c'est des faits, c'est factuel. Tout ce que j'ai dit, je peux le prouver, je peux le justifier et je suis loin d'être le seul, mais évidemment, ces vidéos-là s'adressent sûrement à des gens qui ont encore un esprit indépendant et à tous les gens qui ne sont pas agriculteurs et qui justement ont l'ouverture d'esprit pour comprendre à quel point c'est compliqué dans notre pays alors que ça pourrait être simple en appliquant la même chose que nos voisins européens qui demandent des lois, des protections nationales et qui demandent une souveraineté, en fait, c'est un petit peu ça l'idée, de revenir un petit peu à contrôler davantage les délires des uns et des autres du lobbying de la Commission européenne. Voilà les amis, alors j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques éléments. C'était en vrac, instantané, un dimanche, entre deux actions dans les champs. Alors je vous dis à tous à bientôt, pensez à partager cette vidéo, pensez à la liker si elle vous a intéressé, mais surtout la partager, c'est le plus important, et puis de me dire ce que vous en avez pensé, et vous, quelles seraient pour vous les actions les plus utiles. Il y a bientôt le salon d'agriculture, il y a bientôt les vacances, doit-on embêter nos citoyens, doit-on boycotter le salon? Je pense que si on va au salon de l'agriculture et qu'on va écouter dans les allées ce qui va se dire, encore une fois, on va être dans la démagogie. Ça va. D'ailleurs, quand on va au salon où il y a l'élevage à Versailles, on est sur le cul de voir à quel point c'est plus un salon d'agriculture, que les agriculteurs sont juste là pour le décor, mais que c'est le salon voilà, de l'agro-industrie, celle qui a le mieux tiré les marrons du feu de toutes ces histoires-là, de toutes ces subventions qui n'ont servi qu'à baisser le prix des productions pour que les industriels puissent en être les maîtres. Et on a souvent même donner de l'argent pour qu'ils aillent développer ailleurs les normes, puisque si certains ont dit ailleurs il n'y a pas les mêmes normes, sachez quand même que EcoCert, qui est un label bio, comme AB, a été certifié de nombreuses fermes en Russie, en Ukraine, des fermes parfois de 20 000 hectares qui ont été certifiées pour faire de l'agriculture biologique. Donc notre Europe a déjà préparé d'avoir du bio à pas cher. Donc c'est pas étonnant que nous, on ait du mal à nous en sortir. C'est une réalité, c'est une réalité. Voilà. Et là, on n'a pas entendu aucun syndicat, personne, contester ça, comme si on voulait cacher ces réalités-là, parce que c'est un peu des groupes dans lesquels on est, enfin tout le monde est un peu copain, quoi. Hein, c'est ça qui est compliqué. Il y a un moment, les responsabilités, voilà, on ne peut pas être aux manettes et être responsable de rien. On a forcément des choses à dire et à justifier. C'est très important. Allez les amis, cette fois je vous laisse.